Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. La décision était très attendue et elle a été prise mardi dernier. Il n'y aura pas pour le moment de nouvelle hausse du taux directeur. Cela a été annoncé à l'issue de la réunion trimestrielle de Banque El Maghreb. Pourquoi la Banque centrale a-t-elle opté pour le statu quo? Comment se portent les indicateurs macroéconomiques du Maroc et quel impact sur les facteurs internes et externes? Cette décision doit-elle nous rassurer sur l'état de santé de l'économie marocaine? Comment peut-elle impacter la stabilité financière et l'activité économique du pays et soulager les entreprises et les ménages? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres encore, nous avons le plaisir renouvelé de recevoir Abdelghani Youmni, économiste et spécialiste des politiques publiques. Abdelghani Youmni, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonsoir, Madame Soumia Rouri. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, après 3 hausses consécutives de son taux directeur, Banque El Maghreb a décidé, suite à sa réunion trimestrielle, comme je viens de le dire, de ne pas recourir à une nouvelle hausse et de maintenir ce taux à 3%. Cette décision était-elle prévisible, d'après vous? Oui, elle était prévisible, elle était même attendue. Et les experts et les économistes qui connaissent très bien la chose macroéconomique marocaine et l'économie marocaine, ils savaient très bien que le Maroc allait et que Wali Banque El Maghreb allait prendre une décision de faire une pause parce que nous avons une politique monétaire accommodante, macroprudentielle, très tactique, qui a toujours bien fonctionné, qui a toujours été saluée par la Banque mondiale et par le FMI. Donc pour moi, c'est tout sauf une surprise. Oui, il fallait bien faire une pause. Alors le Maroc n'est pas le seul qui a fait une pause. Si on prend les États-Unis, donc ils ont fait évoluer le taux directeur à 10 fois. À 10 fois, oui. Et puis l'Union européenne 7 fois, avec à chaque fois des petits réglages de 0,25 points. Nous avons fait des augmentations de 0,5 points à 3 fois. On est revenu au taux directeur de 2016, parce qu'on était à peu près à 3%. Et après, on a été à 2,5% juste avant le Covid. Là, on est revenu à 2,5% puis à 3%. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. Il fallait marquer une pause. Cela est lié à une inflation qui n'est pas monétaire. Et ça a été vérifié. C'est une inflation géopolitique. C'est une inflation de spéculation. Et c'est une inflation qui est surtout liée à l'économie réelle. Ça fait vraiment, peut-être depuis 10 ans ou 15 ans qu'on n'a pas assisté à une influence majeure de l'économie réelle dans le fonctionnement de cette mondialisation. Avant, c'était les marchés financiers, 2008. Et là, on a vraiment, c'est l'économie réelle qui est revenue sur la table et qui, elle, fait évoluer l'économie mondiale avec tout simplement la question de l'offre et la demande. Avant, c'était les actions, c'était les marchés financiers, c'était la spéculation, c'est le produit dérivé. Là, on est vraiment sur l'économie réelle. On est sur du concret. Et c'est pour ça que nous avons... Mais là aussi, il y a une accalmie dans l'inflation dans le monde entier. Oui, il y a une décélération, on le sent. Et cette accalmie fait que, moi je pense que cette décision a été sage. Ce n'est pas que le Maroc. La pause a été décidée aux États-Unis par la BCE, mais aussi par Banque El Maghreb. Alors, cette décision de prendre une pause, ils sont bien sûr basés sur des indicateurs macroéconomiques et des facteurs internes et externes, comme vous venez de le dire. Quels sont précisément ces indicateurs macroéconomiques et facteurs internes et externes qui ont conduit à décider, si on va un peu plus loin techniquement, à prendre cette pause ou ce statu quo? Alors, les premiers, d'abord, on va commencer par les indicateurs externes. C'est d'abord la baisse d'au moins 2 fois du prix du gaz qu'on importe. Aussi, le Brent qui est passé à peu près à $74. Donc, on est sur des prix acceptables qui sont en dessous du projet de loi de finances déjà de 2023. Après, nous avons aussi le prix du gasoil et de l'essence sur nos pompes au Maroc qui a baissé. Et donc, on a une baisse de l'inflation. Après, nous avons d'autres indicateurs macroéconomiques qui sont importants. Nous avons d'abord les recettes fiscales qui sont en très bonne santé. Nous avons un déficit budgétaire qui est en dessous de ce qu'on attendait. Donc, on est à peu près à 4,8% du déficit budgétaire. Nous avons une dette qui est stabilisée et nous avons une croissance économique qui dépend toujours de la pluviométrie et donc on sait qu'elle sera de 1,8% en 2023 alors qu'on s'attendait à 3,5%. Le chef du gouvernement avait parlé de 4%. On sait très bien que ce n'est pas possible. Et puis donc nous avons une baisse, la cherté de vie est toujours là. C'est ça, parce qu'on ne la ressent pas encore, cette décélération de l'inflation, pas vraiment. Et il ne faut pas que nos concitoyens et les consommateurs marocains, ou tous les gens qui habitent au Maroc, se trompent. La baisse de l'inflation ne veut pas dire le retour des prix d'hier.
Oui. Parce qu'il y a deux inflations. Il y a la cherté de vie, c'est-à-dire tous les prix qui ont augmenté aujourd'hui ne vont pas revenir au prix d'avant. Oui. Moi, je ne parle pas de l'inflation sous-jacente. On va en parler. On va en parler. Mais dès que les prix augmentent de 10%, on n'est plus dans l'inflation. C'est le nouveau prix. Et ce nouveau prix, il ne rebaissera pas. C'est-à-dire, nous avons, si hier vous achetiez un produit à 12 dirhams, aujourd'hui il est 14, il ne reviendra jamais à 12. Et là, ça pose un véritable problème de pouvoir d'achat. Avec le salaire, et c'est pour ça que moi, je défends une autre idée. Je dis que le gouvernement a fait relativement son travail en subventionnant à peu près pas loin de 70 milliards tous les produits, que ce soit le secteur agricole, que ce soit les produits énergétiques, que ce soit le coût de l'électricité, que ce soit les céréales, il y a beaucoup le sucre, voilà, le gaz butane. Oui. Donc il y a un effort de 70 milliards de dirhams à peu près. Après, la Banque centrale, Banque del Maghreb, a fait son travail de stabiliser la politique monétaire et ne pas laisser chuter le dirham. Maintenant, moi je crois que les entreprises marocaines ont augmenté les prix. Il faudrait aujourd'hui qu'il y ait un coup de pouce sur les salaires. Parce que normalement, si vous profitez des prix et si les prix ne vont pas revenir en arrière, maintenant tous les prix ont augmenté, vous achetez de la peinture ou une fiche électrique ou une prise, ou tous les produits que vous achetez aujourd'hui, leur prix a augmenté, une ampoule aussi. Donc maintenant, il faudrait qu'il y ait une répercussion sur la fiche de paye des salariés. Il faut que les salaires... Public et privé. Je parle du privé, je ne parle pas du public. Le public, c'est la décision de l'exécutif. Je parle du privé. Il faut que le privé aujourd'hui, il regarde bien d'abord ses bénéfices, ses profits. Il voit bien que même les banques, dont les crédits aux entreprises, avec le taux d'intérêt réel et nominal, les banques perdent un peu dans les crédits à cause de l'inflation. Moi, je pense que c'est aux entreprises privées aujourd'hui de donner du pouvoir d'achat aux salariés. Oui. Alors, quelque chose de très important dans la prise de décision de marquer une pause, il y a peut-être aussi les recettes du tourisme et de l'automobile qui ont dû peser peut-être un peu. Alors, nous avons une baisse de 1,8% sur le premier trimestre 2023, qui est due à deux choses. Premièrement, c'est une baisse dans les recettes d'exportation. D'abord, c'est lié à une baisse sur la demande des engrais, des produits phosphatiers. Oui. Et il y a aussi la baisse du dollar par rapport à l'euro. C'est une bonne ou une mauvaise chose pour nous. C'est une bonne chose par rapport à la facture énergétique, parce que le dollar a baissé, donc notre facture énergétique va baisser. Et ce n'est pas une bonne parce que l'euro, il s'est redressé. Et donc, dans nos importations, mais au final, on se retrouve. Donc, c'est vrai que les recettes touristiques repartent à la hausse. Et c'est vrai que globalement, il y a un rééquilibrage, que ce soit sur les réserves de change qui sont importantes. Il y a aussi tous les transferts des Marocains du monde qui restent à peu près à pas loin de 94 milliards de dirhams. En moyenne pour chaque année. Donc, ils ne connaissent pas de hausse, pas de baisse, ils sont stabilisés. Oui. Mais par contre, quand vous regardez l'épargne nationale qui était de 31,2% en 2021, à cause de l'effet Covid, parce que les gens ne l'ont pas dépensé, après, il a rebaissé. Aujourd'hui, on est à peu près autour de 28% de taux d'épargne, ce n'est pas négligeable. Mais sur les 28%, il y a à peu près 10 points qui reviennent aux Marocains du monde, malgré la baisse si vous voulez, des intérêts sur l'épargne à long terme. Oui, parce qu'eux, ils vivent la même situation, si ce n'est pire. Oui, mais les transferts continuent. Voilà, il y a des transferts. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, M. Youmni, de l'effort que doivent faire les entreprises pour les salaires, le privé. Et il y a aussi, on voit la baisse du prix du baril. Il y a aussi la responsabilité des entreprises pour les répercuter sur les prix des carburants à la pompe. Oui, mais déjà, vous savez que c'était un long combat. C'était un long combat de nous, peut-être de vous, des citoyens. Oui. C'était que l'inflation au Maroc, elle est surtout corrélée au prix de l'essence et du gasoil à la pompe. Tout, d'abord pour la mobilité, deuxièmement pour la production, trois pour la consommation. Et donc, c'était un long combat. Je pense que le gouvernement marocain l'a compris. Il y a eu un effort et peut-être de la pédagogie pour revenir de 18 dirhams quand même au litre à des chiffres aujourd'hui qu'on pourrait dire acceptables. Et c'était ici que j'ai dit à une autre collègue, à vous, à Khadija Hassan, je lui dis que les prix de 7 et 8 dirhams, il faut les oublier. Donc aujourd'hui, nous sommes sur du 11-12 dirhams. Il faut voir aussi que même si les prix
du baril baissant, si les cours baissent, le gouvernement va continuer parce que ça fait des recettes. C'est un miracle. Donc il faut rester lucide. Mais c'est un miracle. Non, mais pour le gouvernement, c'est un miracle d'avoir des recettes fiscales qui viennent des hydrocarbures. C'est un miracle. Donc on ne peut pas. Là, c'est une manne importante. C'est une forme d'impôt aujourd'hui. Oui, mais malheureusement, après, vous avez parlé des entreprises et je trouve que vous avez raison. Il faudrait que les entreprises aujourd'hui regardent. Je parle des entreprises formelles. L'informel, c'est compliqué. Les grandes entreprises et les ETI, ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, il faut qu'elles regardent, c'est-à-dire il faut que dans la responsabilité sociale de l'entreprise, il faut qu'on inclue le pouvoir d'achat. Il faut que les ménages marocains puissent vivre de leur travail. Parce que vous me dites c'est une manne pour l'État, une manne fiscale, mais de l'autre côté, il y a une paupérisation. Non, il ne faut pas. Moi, je dis que les entreprises aujourd'hui, ils ont des bilans, ils savent très bien qu'ils dégagent des profits. Dans ces profits, il faut qu'il y ait une part de distribution. Nous avons un pays voisin, c'est la Tunisie. Oui. Et nous avons, en fait, on a créé des générations de personnes vulnérables parce que les salaires sont très bas. Oui. Le Maroc est un des pays du Maghreb qui a les salaires les plus élevés. Et c'est ça qui a créé une classe moyenne et qui a amélioré le pouvoir d'achat et la consommation. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, ça, c'est de la responsabilité des entreprises privées. Il faut qu'elles comprennent aujourd'hui que la responsabilité sociale des entreprises, elle doit inclure la notion de salaire. Oui. Donc, il faut augmenter un peu les salaires. Là, on parle du salaire et puis tous les non-salariés, parce qu'il y a tout le secteur informel. Et on sait ce que ça représente, le secteur informel ou les gens qui vivent de petits boulots et tout ça. Comment faire avec ces gens ? Oui, mais c'est un sujet compliqué. Moi, depuis 40 ans, 30 ans, j'entends qu'il faut éradiquer le secteur informel. Le secteur informel, aujourd'hui, il est là. Il représente peut-être 50% de notre économie. Il faudrait trouver des solutions pour l'inclure, parce que dans le secteur informel, il y a 80% des gens qui sont informels qui sont pauvres, vulnérables. Et puis, il y a 20% des gens qui profitent de l'informel et qui utilisent l'informel comme une rente. Et du coup, il faudrait peut-être, c'est aussi une partie de la citoyenneté des Marocains, de se dire, je vis dans ce pays, je profite des plages, des jardins publics, je profite des mosquées, parce qu'ils sont aussi financés par l'impôt, et bien, je dois aussi faire l'acte de citoyen de payer mes impôts, de déclarer la cotisation sociale, parce que le chantier de la protection sociale universelle ne peut pas fonctionner si on reste à ce taux d'informel qui est de la moitié de la population. Oui, et puis, il y a autre chose, il y a un sujet qui m'est très cher. Nous ne pouvons pas construire un État moderne et développé avec seulement 22% des femmes qui sont dans la vie active. Ce n'est pas possible. Oui, voilà. Oui. Quand vous dites que les citoyens doivent être responsables, ils doivent faire preuve de civisme et de... on ne peut pas attendre qu'ils prennent, eux, l'initiative. L'État a son rôle à jouer pour imposer. Bien sûr, mais voilà, parce qu'on a parlé de je pense que ça viendra, mais c'est au prorata. Imposer les grosses fortunes, imposer les... parce que si on attend qu'ils fassent... Il ne faut pas faire l'erreur d'autres pays où, par exemple, nous avons surfiscalisé la classe moyenne et on a fait des cadeaux aux très riches. Il faut une justice sociale. Nous le vivons aussi. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut considérer cette décision comme une décision de faire une pause comme un signal de confiance pour vous dans l'économie marocaine et dans la croissance de certains secteurs ou bien c'est juste une pause en attendant plus de visibilité ? C'est une pause, il y a les deux réponses. Alors, moi, je suis pas Wali Bank al-Maghreb, mais je pense qu'il y a les deux. La première, c'est vous savez, quand vous augmentez le taux directeur de 50 points, c'est 0,5 à peu près, vous n'avez pas l'externalité ou les conséquences 2 minutes après ou 3 jours après. Il faut 3-4 mois. Donc, c'est une pause pour voir quels sont les effets du 1,5 point. Du 1,5 point qu'on vient de rajouter. Parce qu'on a rajouté 1,5 point en un an. Et nous avons une petite économie, small, et donc qui est ouverte, mais qui n'a pas un marché financier très développé. Donc, on regarde l'effet d'abord du 1,5 point sur l'immobilier, sur les entreprises privées, sur la demande de crédit par les consommateurs. Et en même temps c'est aussi de donner de l'espoir à ceux qui veulent investir, qui veulent acheter un appartement, qui veulent acheter un terrain, parce que plus la monnaie devient chère, moins les gens investissent. La propension à investir. Par contre, et il y a une autre information, c'est que les banques marocaines,
ils ont attendu longtemps avant de répercuter les augmentations. Justement. Et ils l'ont fait de 0,53 sur les crédits privés et sur les ménages. Oui. Et alors, les 9% des ménages, il y a une baisse de 0,9 à peu près, et puis une baisse de 0,28% sur les entreprises privées. Donc, pas d'effet majeur aujourd'hui. Absolument, j'allais y venir, parce que justement, l'objectif, c'était que les crédits baissent, mais on n'a pas vu cette baisse. Et il a même, Banque Maghreb a dit qu'il a adressé une lettre au GPBM pour justement, dans ce sens. Finalement, est-ce que la dernière hausse du taux directeur a servi à quelque chose? Oui, et là, le but, c'est quoi? C'était de juguler l'inflation. On n'a pas augmenté les taux d'intérêt par une volonté de la Banque centrale. Le but, c'est qu'on a pensé, et à juste titre, et dans tous les pays du monde. Ah, ça a fonctionné? Ça a fonctionné un peu parce que cette inflation n'est pas monétaire. Imaginez si les marchés financiers étaient rentrés dans cette inflation, si les spéculateurs étaient rentrés dans le monde entier. C'est la première fois où c'est l'économie réelle qui gère l'inflation. Et c'est pour ça que ça a bien fonctionné et que nous avons baissé rapidement. Et donc aujourd'hui, oui, ça a fonctionné en partie, comme au Maroc aussi en partie. Mais ce qui a fonctionné le plus au Maroc, pourquoi on a une baisse à peu près de l'inflation au Maroc, c'est parce que nous avons, notre panier d'inflation à nous, au Maroc. Il n'est pas le même que les Européens et les Américains. C'est quoi notre panier d'inflation, nous? Ce sont les fruits. Ce sont les légumes, c'est la viande rouge, c'est la viande blanche, c'est les œufs, c'est l'essence, c'est le gasoil. C'est ça notre inflation à nous. Alors, on a deux solutions. C'est soit le gouvernement subventionne tout ça et on explose la dette, soit le gouvernement tempère et subventionne partiellement, c'est ce qu'il fait, soit le gouvernement ne laisse tomber et on aura la même structure d'inflation que l'Égypte et la Turquie. Oui. Alors, on a parlé justement de visibilité. Et contrairement à la Fed, la Réserve fédérale, qui a laissé la porte ouverte en annonçant aussi la pause à de nouvelles hausses d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'elle a annoncé, et à la BCE, qui en raison de ses prévisions d'une inflation trop forte pendant une longue période, a augmenté ses 3 taux directeurs de 25 points et a confirmé qu'elle mettra un terme au réinvestissement dans le cadre du programme d'achat d'actifs. Banque Maghreb n'a pas donné d'explication suite au futur, aux mesures qu'elle compte prendre par manque de visibilité, par manque de statistiques, parce qu'il a déclaré aussi qu'il y a un problème au niveau des statistiques, parce qu'on n'a pas, comment il a exprimé, il a dit parce qu'on a un problème de guidance. Il a déclaré que notre système statistique actuel est limité et que le Maroc ne dispose pas de données granulaires comme les États-Unis. Il n'y a pas de données granulaires, mais quand même que le gouverneur de la Banque centrale et de Banque El Maghreb et aussi le ministère des Finances, ils ont quand même un tableau de bord. Ils ont un tableau de bord avec des variables. La variable la plus importante, c'est le taux de change du dirham. Le dirham est à peu près stable parce que le taux directeur, c'est aussi une affaire de monnaie. Donc, si la monnaie est stable, si vos recettes fiscales sont stables, si votre déficit budgétaire ne varie pas beaucoup, si vous avez une situation macroéconomique qui est saluée par les agences de notation, de rating et par la Banque mondiale, le FMI, vous allez vous dire finalement, je peux faire la pause comme les autres. S'il y avait le feu à la maison, on aurait appelé les pompiers. C'est quoi les pompiers? D'augmenter. Mais ce n'est pas impossible qu'on aille. Alors, et je pense que vous avez tout à fait raison dans ce que vous avez dit. C'est la première fois depuis 20 ans, depuis l'arrivée de l'euro, que la monnaie est plus chère au Maroc qu'en Union européenne. C'est la première fois. Parce que nous sommes à 3% et l'Union européenne est à 4%. Alors que l'Union européenne, il y a un an et demi, ils étaient presque à 1%. Donc là, on passe en dessous. Ce n'est pas très rassurant pour le dirham, mais nous avons une monnaie qui résiste parce qu'elle n'est pas convertible aussi. Alors, dernier point qui est très important. Vous avez parlé tout à l'heure de l'inflation sous-jacente. Vous comprenez ce que ça veut dire parce que dans son exposé, Wali Banque El Maghreb a déclaré que la Banque centrale prévoit d'arriver en 2024 à une inflation sous-jacente qui est autour de 2%. Nous savons ce que c'est que... Bon, on a vu l'inflation. On sait que les prévisions de Banque El Maghreb ne se sont pas toujours vérifiées ces 2 dernières années. Pensez-vous d'abord que ce taux de 2% est réalisable? Et puis la question sous-jacente,
Que veut dire exactement l'inflation sous-jacente? D'abord, on va dire aux personnes qui regardent l'émission ce que c'est que l'inflation sous-jacente. Oui. Alors, l'inflation sous-jacente, elle est composée de tous les produits consommés qui dépendent des fluctuations. Le prix des légumes, le prix des fruits, le prix de la viande, le prix de l'énergie. Alors, c'est ça notre panier, à nous au Maroc. Et là, on peut le réguler. Alors, si le Wali Banque du Maghreb dit à 2%, oui, c'est possible, mais ça dépendra, comme cette année, est-ce qu'on va exporter nos fruits et légumes? Est-ce qu'on aura suffisamment de viande rouge pour que les prix ne grimpent pas? Est-ce que le gouvernement va intervenir sur le prix du gasoil et de l'essence? Parce qu'il l'a dit aussi, c'est en fonction des mesures que va prendre le gouvernement. Oui, mais est-ce qu'il va pleuvoir? Oui, est-ce qu'il va pleuvoir? Mais ça, il faut faire attention, parce que nous pouvons parfaitement faire vivre tous les Marocains gratuitement. Il y a nos voisins algériens qui le font, avec des subventions du pétrole. On peut donner. Mais maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens vivent de leur travail et que l'État ne s'endette pas trop, parce que dès que vous avez la dette, il faut rembourser. Donc le Maroc aujourd'hui, sa dette, elle est soutenable, elle est à moins de 100% du PIB, il faut garder ça. Notre déficit budgétaire est à 4,2% du PIB, c'est tout à fait louable. Donc aujourd'hui, si on veut ramener l'inflation sous-jacente à 0%, on peut. On va subventionner le sucre, plus, la viande, plus. Alors, ce que fait le Maroc, et ce n'est pas mauvais, moi je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais il y a des choses mauvaises, il y a des choses bonnes. Ce que fait le Maroc, c'est que nous, on subventionne en amont. Par exemple, on va subventionner des agriculteurs. Oui, les 10 milliards de dirhams. Pour que le prix des fruits et légumes baisse. Imaginez si on ne fait rien avec les agriculteurs et si on subventionne les fruits et légumes. Ça serait catastrophique. C'est clair. Et donc, en fait, ce qu'on fait, on intervient sur la valeur ajoutée en amont, et je pense que c'est une bonne chose. Sur la valeur ajoutée en amont, et je pense que c'est une bonne chose. Et donc, si vous voulez, le plus important dans cette relation, pour soigner cette inflation sous-jacente, le mieux, c'est qu'il pleuve. Oui. Et que les prix n'augmentent pas trop. Et voilà, si vous voulez, c'est donc, ça. Wait and see. Non, wait and see, mais je pense que les 2 à 3% sont tenables. Oui. Mais dire qu'on aura une inflation globale sur 2024 de 2%, globale, hein, parce qu'il y a la sous-jacente et puis il y a l'inflation qui ne dépend pas de nous. On va importer un peu. Je pense qu'on sera en 2024 autour de 3,5-4%. Et il y avait des prophéties d'économistes, même ici au Maroc, qui disaient qu'on sera à 20% d'inflation. Moi, j'ai dit que le Maroc n'est pas un pays inflationniste. Ça fait 60 ans que nous sommes à 4,5% en moyenne. Oui. Donc, restons optimistes, mais restons lucides aussi. Merci beaucoup, Abdelghany Lioumni, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste des politiques publiques. Merci, monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon, suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.